Et maintenant, je suis ravi d'accueillir ici, à Pantin, en Seine-Saint-Denis, la présidente du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale, la députée insoumise du Val-de-Marne, Mathilde Panot. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux et nombreuses ce soir parce que c'est dans ces moments de retrouvailles et de joie partagée que nous puisons la force pour continuer nos combats communs. Alors je voudrais commencer évidemment par remercier infiniment Bastien Lachaud, sans qui ce meeting ne serait pas possible. Alors Bastien Lachaud, figurez-vous que le mouvement insoumis lui doit beaucoup, puisque Bastien Lachaud, nous étions bien souvent deux en 2016 à construire le mouvement insoumis, et vous voyez jusqu'à où on a été. Nous étions ensemble pour les 17 députés, puis maintenant avec les 75 députés, et ça doit aussi beaucoup au travail de Bastien Lachaud, qui par ailleurs, à l'Assemblée, a porté beaucoup de textes, notamment celui sur le référendum d'initiative citoyenne, porté dans notre programme, mais aussi par les Gilets jaunes, pour redire à tout moment que le seul souverain dans notre pays n'est pas le roi Emmanuel Macron, c'est le peuple et lui seul. Bon, et puis il a réussi à défendre des thèmes comme le bien-être animal, avec notamment, il a lancé des alertes sur cette question-là, ou même, et c'est bien que ça l'intéresse parce que ça nous sert beaucoup dans le groupe, de la défense nationale, donc qui a porté beaucoup de voix de notre programme. De même que je veux saluer évidemment Aurélie Trouvé qui nous fait l'honneur de faire partie de notre groupe, parce qu'Aurélie Trouvé, c'est pas n'importe qui. Aurélie Trouvé a été pendant 15 ans porte-parole d'Attaque, et je vous assure qu'à l'Assemblée, quand ils ont une ingénieure agronome en face d'eux, eh ben, ils en rabattent un peu parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir des arguments sérieux comme ça, donc ils n'ont à chaque fois rien à répondre lorsque Aurélie Trouvé porte notamment la question de la lutte contre la vie chère, parce que, je le redis, il n'y a aucune fatalité dans ce que nous vivons. Si nous mettions en place l'encadrement des marges, si nous mettions en place la hausse des salaires et des minima sociaux, alors nous pourrions faire en sorte que tout le monde puisse vivre dignement dans ce pays. Et puis, et je veux lui rendre particulièrement hommage, Aurélie Trouvé est aussi celle qui organise pour le mouvement et pour le groupe parlementaire insoumis souvent les initiatives unitaires. Et donc c'est grâce à elle que samedi après samedi, il y a eu des initiatives de centaines d'organisations associatives, syndicales, politiques qui marchaient pour la paix et pour le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel en Palestine. De même que c'est grâce à elle que le 23 septembre, si je me rappelle bien de la date, nous marchions contre les violences policières suite au meurtre de Naël, là aussi avec une centaine d'organisations. Et puis je veux évidemment aussi saluer Nadège Abou-Mangoli qui est avec nous ce soir. Donc Nadège Abou-Mangoli, j'ai le plaisir d'être avec elle dans la commission des affaires étrangères. Donc elle suit beaucoup les dossiers parce que être insoumis, c'est aussi l'internationalisme et la solidarité entre les peuples. Et Nadège Abou-Mangoli est aussi celle qui avait porté dans notre niche parlementaire un texte de loi très important que nous continuerons de porter jusqu'à ce qu'on ait victoire sur cette question. C'était celle des accompagnantes d'élèves en situation de handicap, vous savez, ces AESH, qui sont extrêmement mal payés, c'est-à-dire 700 €, qui doivent souvent faire 2, 3 boulots pour pouvoir juste s'en sortir au SMIC et sortir la tête de l'eau, et qui font un travail admirable pour notre société, faire en sorte que les enfants en situation de handicap puissent apprendre correctement dans notre pays. Nous demandions à ce qu'elle soit titularisée, c'est-à-dire qu'elle soit fonctionnaire avec un vrai salaire, une vraie formation, alors qu'un enfant sur 4 en situation de handicap a toutes ses heures de cours et que la plupart ont moins de 12 heures par semaine de cours, voire même sont complètement déscolarisés, ce qui est une honte totale dans un pays aussi riche que le nôtre. On continue ce combat notamment avec Nadège Abou-Mangoli. Et puis, et j'en terminerai avec les remerciements, mais ça me tient beaucoup à cœur. Je voulais remercier tous les militants, les militantes qui ont organisé ce meeting que nous faisons ce soir,
parce qu'à chaque fois que j'allais sur des réseaux sociaux, je voyais les copains et les copines qui, ici, tractaient un endroit, collaient à un autre endroit. Et je veux redire à quel point notre force politique n'existe que parce qu'il y a des femmes et des hommes qui prennent de leur temps pour aller convaincre autour de nos idées et se rappeler toujours que notre force politique est d'abord un collectif humain. Et je voudrais dire merci à ces militants et à ces militantes, tout comme je voudrais dire un remerciement infini de notre part à tous les militants syndicalistes, associatifs, politiques qui partout dans le pays se battent pour les autres et qui rappellent à chaque instant que la politique n'est pas faite pour un petit nombre qui en serait en quelque sorte ceux pour qui ça serait réservé, mais que la politique est faite pour tout le monde, parce que la politique, c'est la manière dont on vit ensemble et que chacun a son mot à dire dedans. Alors, nous sentons comme le pays peut basculer d'un moment ou à un autre. Nous sentons comme le moment politique que nous vivons est dangereux. Et je veux le dire d'autant plus que nous sommes face à un pouvoir qui est minoritaire à l'Assemblée, minoritaire dans la société. Au point que ce pouvoir a emmené le pays dans une forme de déclin qui est insupportable. Comment est-ce possible que dans la 7e puissance économique au monde, nous sommes le 7e pays le plus riche au monde, ils aient ramené la France à l'état d'un pays qui a faim? Avec, les chiffres ont été donnés par Aurélie Trouvé, un Français sur 3 qui déclare ne pas pouvoir manger à sa faim. Avec 8 millions de personnes qui bénéficient de l'aide alimentaire, c'est une multiplication de 3 en 10 ans du nombre de gens qui ont besoin de l'aide alimentaire et 11,5 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Eh bien, je le dis, ceci non plus n'est pas une fatalité. Nous ferons le blocage des prix à la baisse avec l'encadrement des marges qui a été raté à 6 petites voix à l'Assemblée nationale, notamment par la mobilisation des macronistes. Mais si nous faisions l'encadrement des marges, les prix planchers pour les agriculteurs et une augmentation des salaires, alors tout le monde doit pouvoir manger sainement dans ce pays et vivre dignement. De même, ils ont ramené la France au pays en Europe où on meurt le plus du travail. La France est championne d'Europe sur le nombre de morts au travail. Eh bien, je le dis, ceci est notamment dû à la disparition des CHSCT et à la destruction du Code du travail. Nous remettrons tout ça sur pied. Comment ont-ils pu ramener notre pays, aussi riche que nous sommes, à un pays qui laisse mourir ses nourrissons? Et je voudrais m'attarder dessus. Nous sommes un pays dans lequel, depuis 2015, la mortalité infantile réaugmente. La mortalité infantile, vous savez, dans toutes les instances internationales, quand on regarde comment va l'état d'une société et d'un pays, on regarde le nombre d'enfants qui meurent. Il se trouve qu'en France, en 2021, 2700 enfants sont morts avant leur premier anniversaire. Et qu'on estime, et ça ce sont les spécialistes qui le disent, les différents rapports, que si on remettait juste de l'argent dans les systèmes de santé et notamment de néonatologie, vous savez, pour les enfants de moins de 28 jours, on pourrait éviter entre 700 et 800 morts par an. Eh bien, nous réinvestirons massivement dans les services publics de ce pays. Enfin, comment est-il possible qu'ils aient ramené notre pays à un pays où les gens meurent dans une indifférence quasi généralisée de froid sur des trottoirs? Je parle des 330 000 personnes sans abri dans ce pays. Ce chiffre a doublé en 10 ans, triplé en 20 ans. Voilà le bilan du macronisme. Et hier, c'était la Fondation Abbé Pierre qui rendait son rapport, ils en rendent un tous les ans, sur le mal logement dans ce pays. Et il disait, la bombe sociale du logement a explosé. 4,2 millions de personnes sont mal ou non logées dans ce pays. Avec honte absolue, un nombre d'enfants qui n'a jamais été aussi grand, qui vivent à la rue, qui sont sans abri. Et notamment, sur les 3000 enfants sans abri, 1390 enfants au moins ont leurs parents qui appellent le 115 et qui ne trouvent aucune solution toutes les nuits dans ce pays. Je le dis, nous au pouvoir, comme mesure d'urgence, nous réquisitionnerons immédiatement les 3,1 millions de logements pour faire en sorte que tout le monde ait un toit immédiatement dans ce pays et que plus personne ne puisse mourir de la rue. Alors, hier, c'était aussi l'anniversaire des 70 ans de l'appel de l'Abbé Pierre.
Rappelez-vous peut-être cet appel de l'abbé Pierre qui disait « Au secours, les amis, cette nuit, une femme est morte gelée ». Cet appel, 70 ans après, nous le ressentons comme d'une immédiate actualité. Et 70 ans après, la France se retrouve toujours dans cette situation honteuse. Je crois qu'au vu des annonces que Bastien Lachaud vous a redites sur la question du logement social, l'abbé Pierre doit probablement se retourner dans sa tombe. Et je vais vous redire ce qu'il disait sur ce qu'est la politique. La politique, disait l'abbé Pierre, consiste à savoir à qui on prend l'argent et à qui on va le donner pour que les gens évitent de crever. Eh bien, je vais vous dire, nous savons où nous devons prendre l'argent. Dans les poches des 5 milliardaires qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Dans les poches des actionnaires du CAC 40 qui ont vu leurs dividendes multipliés par 5 en 40 ans, au point qu'ils se sont distribués l'année dernière 97 milliards d'euros de dividendes. Eh bien, nous irons chercher dans leurs poches pour faire en sorte, là aussi, de faire respecter la dignité des gens. Alors, face à ce pouvoir qui s'écroule, nous savons jusqu'à où ils sont prêts à aller pour ne pas accepter d'être minoritaires. Et jusqu'à où, c'est très simple, jusqu'à accepter de voter avec les voix de l'extrême droite et du Rassemblement national une loi qui contient les dispositions et les idées du Rassemblement national. Alors, le Conseil constitutionnel est passé par là et a censuré, fort heureusement, 40% de la loi. Ce qui montre que Emmanuel Macron ne respecte absolument pas l'état de droit. Mais il reste des choses absolument horribles dans ce texte. Par exemple, je vais vous en citer une. Vous savez, les enfants qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance. Eh bien maintenant, il y aura une différence entre les enfants placés à l'aide sociale à l'enfance qui auront des papiers français et des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance qui auront des papiers étrangers. Quelle va être la différence lorsqu'ils ont 18 ans tout pile? Eh bien, les enfants qui n'ont pas de papier français seront jetés directement à la rue. Or, je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre, mais je veux que vous compreniez à quel point ces mesures est horrible. Nous comptons sur le nombre de sans-abri en France, un quart des sans-abri de ce pays qui sont d'anciens enfants placés. Et si vous prenez les sans-abri de 18 à 25 ans, donc les plus jeunes qui dorment à la rue dans notre pays, alors c'est un tiers qui sont des anciens enfants placés. Donc cette loi, très concrètement, veut dire que nous disons à des enfants, parce qu'ils n'auraient pas les bons papiers, qui deviennent tout juste majeurs, qu'ils pourraient, là encore, je reparle des mots de l'abbé Pierre, crever à la rue. Eh bien, au pouvoir, nous abrogerons cette loi. Et je le dis avec la responsabilité que nous devons toutes et tous avoir. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien avoir conscience que nous sommes les seuls remparts face à l'extrême droite. Et nous sommes les seuls qui, par notre énergie, pouvons faire basculer la France vers l'histoire de progrès et d'émancipation humaine. Je le dis avec d'autant plus de solennité que Emmanuel Macron devrait avoir honte d'avoir fait voter une telle loi raciste et xénophobe, alors qu'il s'apprête à panthéoniser, c'est-à-dire à rendre hommage pour la République, à Missak et Méliné Manouchian, qui sont des hautes figures de la résistance, qui sont des étrangers, qui ont combattu et qui sont morts pour la France, aux côtés des tirailleurs sénégalais, aux côtés des Italiens, des Polonais, des Arméniens, aux côtés des tabors marocains et de beaucoup d'autres. Oui, les étrangers ont combattu pour la France, les étrangers ont construit ce pays. Alors, n'en déplaise à tous les racistes et fascistes de tous bords, la France ne sera jamais une nation ethnique. La France n'est pas une langue, puisque nous partageons le français avec 29 autres pays. La France n'est pas une couleur de peau. La France n'est pas une religion. La France est d'abord et avant tout une nation politique autour de la devise liberté, égalité, fraternité. Et je le dis pour que vous ayez conscience de l'histoire longue dans laquelle nous nous plaçons. Savez-vous ce que disait la première constitution de notre pays en 1793 ? Je vous relis ce qu'il était marqué sur les personnes étrangères à ce pays. Cela disait « Tout étranger âgé de 21 ans accompli », qui était la majorité à l'époque, si on disait aujourd'hui, ça serait de 18 ans accompli, qui domiciliait en France depuis une année, une seule année,
il vit de son travail, ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard. Tout étranger, enfin, qui sera jugé par le corps législatif d'avoir bien mérité de l'humanité est admis à l'exercice des droits de citoyens français. Voici l'idée de la France que nous défendons encore aujourd'hui. Bon, mais pour vous rendre compte quand même à quel point la Macronie est arrivée dans une crise de pouvoir qui est une crise profonde. C'est une crise évidemment du pouvoir actuel, de la Macronie, mais une crise aussi de la Ve République où, à force de décider tout le temps contre le peuple, on est obligé de sortir 23-49-3, de sortir la matraque et je ne sais quoi. Mais je voulais vous lire un tweet qu'a fait un député macroniste au moment de la loi immigration pour vous rendre compte quand même où est-ce qu'ils en sont. Alors, je vous lis ce tweet. Il dit « J'ai longtemps hésité pour mon vote. J'ai envisagé de voter contre, car le texte ouvre la porte à la préférence nationale, c'est vrai, et comporte des dispositions inacceptables qui vont ajouter de la misère à la misère en discriminant les immigrés. Jusqu'alors, tout va bien. » Et il rajoute « Finalement, j'ai voté en faveur de ce texte, tenez-vous bien, par solidarité avec un gouvernement et un président en difficulté. » Donc, ce n'est pas nous qui disons qu'ils sont en difficulté, c'est eux-mêmes qui le disent. Donc déjà, vous admirez la force de conviction de cet homme qui est impressionnante et incroyable. Mais surtout, ça montre quelque chose de profond chez les macronistes. Ils ne savent plus où ils vont. Ils sont en train de s'écrouler devant nos yeux. Et cette déperdition totale, on l'a observée pendant le mouvement paysan. Parce que quand même, il faut regarder ce que les uns et aux autres ont dit. Parce que, alors d'habitude, dès qu'il y a un mouvement de colère, ils tapent sur tout le monde. Là, comme ils ne tapaient pas sur tout le monde, il fallait quand même qu'ils justifient pourquoi ils ne tapaient pas sur tout le monde. Alors, je vous lis ce que disait le président des Républicains, qui souvent fait figure d'appoint pour les macronistes, M. Marlex, qui disait, parce que le journaliste l'interrogeait en disant « Mais d'habitude, vous êtes pour l'ordre, vous. Pourquoi vous soutenez des blocages d'autoroutes alors plutôt que de dire comme nous, bah parce qu'il n'y a que ça que le gouvernement entend. » Alors du coup, il est obligé d'expliquer, il finit par dire « L'ordre doit être juste économiquement. On ne peut pas accepter que des Français soient mis au banc. Il y a un ras-le-bol. » Ça, c'est M. Marlex. Et puis M. Darmanin, un peu de temps après, dit « Face à la souffrance, on n'envoie pas les CRS. » Alors là, un éclair de lucidité incroyable. J'espère que M. Darmanin ira le dire, par exemple, aux Gilets jaunes, notamment aux personnes qui ont perdu un œil à cause de la répression, aux personnes qui ont perdu une main, les 5 personnes qui ont perdu une main pendant le mouvement des Gilets jaunes, à la famille de Zineb Redouane qui est morte du fait de la répression. J'espère qu'il ira le dire aux soignantes qu'ils ont réprimées de manière extrêmement forte quand ils manifestaient pour l'hôpital public, aux manifestants pour les retraites qui ont été là aussi nassés, gazés, je ne sais quoi, aux défenseurs du climat et notamment ceux qui étaient à Sainte-Soline avec une grenade jetée toutes les secondes à Sainte-Soline contre les militants. Mais qu'est-ce que ça dit d'autre? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que s'ils doivent continuer leurs propos, qu'est-ce qu'ils doivent dire, M. Darmanin et M. Marlex? Vous, les insoumis, vous aviez raison. Et oui, nous avons eu raison de porter à tout moment le fait qu'il fallait effectivement répondre à de la colère, non pas par de la matraque, non pas par de la prison, mais avec des réponses politiques. Et nous avons eu raison parce que nous nous sommes là aussi alignés sur le droit. Je vous redis quand même depuis 2018 la honte dans laquelle nous a enfermé Emmanuel Macron. 2019, alors, le Parlement européen, le Conseil de l'Europe, l'ONU, Amnesty International qui tous condamnent la France pour la répression sur les Gilets jaunes. 2020, l'ONU qui s'inquiète de la loi sécurité globale et des atteintes au droit de manifester en France. 2021, Conseil de l'Europe s'inquiète de la loi séparatisme, encore une loi qu'il faudra abroger. 2023, Conseil de l'Europe, Amnesty International et ONU s'inquiètent sur les atteintes au droit de manifester là aussi, notamment sur la question des retraites et sur les méga-bassines. Donc, le droit international, les instances internationales et nous, les insoumis, nous avons eu raison de dire à tout moment il faut des réponses politiques et pas de la répression à la colère qui s'exprime justement et légitimement. De même, et je veux insister là-dessus, alors que tout le monde nous pointait du doigt sur ce que nous avions dit suite au meurtre de Naël, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de paix, qu'il n'y aurait pas de retour à la normale s'il n'y avait pas de réponse politique qui était apportée. Eh bien, nous avons eu raison, parce que depuis le meurtre de Naël, qu'est-ce qui a été fait en France? Rien, ou plutôt si, du très grave. Aucune décision politique n'a été prise pour que plus jamais ne puisse se reproduire le meurtre de Naël. Je rappelle que la France a 16 morts pour refus d'obtempérer en 1 an et demi,
quand notre voisin, l'Allemagne, a 1 mort pour refus d'obtempérer en 10 ans. Voilà les chiffres que nous avons sur le fait que nous pourrions faire tout autrement. Eh bien, qu'a fait le pouvoir? Non seulement ils n'ont pris aucune décision politique, mais ils n'ont rien dit quand 2 syndicats policiers ont traité de nuisibles les jeunes des quartiers populaires, de même qu'ils n'ont rien dit quand des centaines de policiers se sont mis en arrêt maladie pour défendre leurs collègues qui étaient en détention provisoire pour avoir défiguré un jeune homme qui s'appelle Eddy, qui se retrouve avec un bout de crâne en moins à vie. Eh bien, je vous le dis, nous avons raison de dire que nous voulons une police républicaine, une police bien formée, et que nous abrogerons la loi Cazeneuve qui a fait exploser le nombre de morts pour refus d'obtempérer. De même, alors que la peine de mort a été interdite depuis 1981 dans notre pays, nous interdirons les armes létales, c'est-à-dire les armes qui tuent, de même que les pratiques qui tuent, je pense notamment au pliage ventral. Et nous mettrons en place un récépissé contre le contrôle aux faciès parce qu'il est insupportable qu'on apprenne aux jeunes gens de ce pays, dès 10, 11, 12 ans, qu'ils seraient étrangers à notre République. Nous avons eu raison de tenir bon parce que laisser l'impunité policière, c'est détruire la République. Et que si nous n'avions pas tenu bon, alors il n'y aurait plus d'alternative dans ce pays, comme cela se voit malheureusement chez beaucoup de nos voisins européens, où il n'y a plus d'alternative, où ce que nous constituons dans l'histoire longue n'existe plus. Alors, je le dis d'autant plus fort, n'ayez jamais peur de défendre vos convictions, parce que c'est grâce à ces convictions que la République sociale vit toujours dans ce pays. Et je veux le dire avec d'autant plus de force que nous, particulièrement les Insoumis, mais toutes les voix qui se sont levées pour la Palestine, se sont retrouvés face à un torrent de haine médiatico-politique contre nous. Vous aviez par exemple CNews qui, en toute finesse, a organisé un plateau qui s'intitulait « LFI, : le nazisme est-il passé à l'extrême gauche ?» Tout en finesse, comme vous le voyez. Eh bien, je le dis ici, je suis fière de présider un groupe qui n'a jamais cessé de parler la langue de la paix. Je suis fière de présider un groupe qui a dit à tout moment qu'une vie humaine valait une vie humaine, toutes les vies humaines sans exception. Je suis fière de présider un groupe qui a, là aussi, n'a eu de cesse de dire qu'aucun crime de guerre ne justifiait aucun autre crime de guerre. Et de même que je suis fière de présider le seul groupe qui a refusé d'applaudir lorsque la présidente de l'Assemblée nationale voulait nous faire applaudir le soutien inconditionnel au gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Alors, le droit international nous a donné raison. C'est la décision de la Cour internationale de justice qui est une décision historique. Historique parce que grâce à l'Afrique du Sud, et je veux ici que nous remercions collectivement l'Afrique du Sud pour avoir fait surgir de la lumière des ténèbres. Eh bien, grâce à cette décision, la Cour internationale de justice a reconnu qu'il y avait un risque génocidaire à Gaza. Et cette décision historique va avec des mesures préventives qui doivent être appliquées par le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, mais qui obligent aussi tous les pays qui ont ratifié la Convention de 1948 sur la prévention et l'interdiction des génocides. Et je le dis haut et fort à celles et ceux qui essayent de nous intimider, nous ne nous tairons pas. Nous ne nous tairons pas face à ce qui peut être le premier génocide du XXIe siècle. Et nous continuerons les initiatives pour la paix que les Insoumis ont toujours prises. Depuis octobre, le groupe parlementaire n'a pas eu une semaine où il n'y avait pas de questions au gouvernement sur la manière dont la France devait avoir une voix forte pour le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. De même, Jean-Luc Mélenchon, et c'est notre honneur, s'est rendu à La Haye sur invitation d'une association en lien avec l'Afrique du Sud pour suivre la plaidoirie de l'Afrique du Sud et ainsi mettre en lumière ce qui était en train de se passer. Ensuite, c'est Jean-Luc Mélenchon, accompagné notamment de Bastien Lachaud et de Younous Omarjee, qui sont allés au Liban pour alerter
sur le risque d'expansion du conflit qui serait l'horreur dans l'horreur, la catastrophe dans la catastrophe. Et cette semaine, nous avons 2 initiatives importantes. En fin de semaine, Jean-Luc Mélenchon, Jean-François Coulombe et d'autres députés insoumis seront à Genève, devant le siège de l'ONU, pour alerter de nouveau et dire que, comme voie pour la paix, nous exigeons toujours le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. De même, une délégation d'insoumis, qui est celle-ci menée par Éric Coquerel, député insoumis et président de la Commission des Finances, sera lui à Rafah, pour là aussi faire acte de paix et dire que beaucoup des parlementaires sont engagés pour que cessent les massacres sur le peuple palestinien. Ces initiatives sont importantes parce que je voudrais vous alerter sur ce qu'ils sont en train de faire sur l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Peut-être avez-vous vu cela, mais plusieurs pays ont annoncé qu'ils suspendaient, qu'ils arrêtaient les financements à l'Agence des réfugiés, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Israël a accusé 12 ou peut-être 8 des 30 000 salariés de l'agence d'avoir participé aux crimes de guerre du Hamas. Nous sommes très clairs sur cette question. Tous ceux qui ont participé aux crimes de guerre, que ce soit ceux du 7 octobre ou ceux sur le peuple palestinien, devront être punis. Mais je le dis avec une forme de gravité. Si les États enlèvent leur financement, ce qui met en danger, même pour février, les activités de l'agence, cela veut dire mettre en danger de mort quasi certaine 2 millions de Palestiniens à Gaza qui ne dépendent que de cette aide alimentaire pour pouvoir manger, boire ou juste avoir accès à des choses élémentaires de santé. Donc, il ne faut absolument pas que la France et les autres pays arrêtent de subventionner l'Agence des Nations Unies parce que, je le dis, gloire à celles et ceux qui font ce travail humanitaire incroyable alors que les Nations Unies ont eu le plus de pertes de vies humaines dans ce conflit qu'ils n'en ont jamais eu dans toute leur histoire. D'autant que la Cour internationale de justice dit dans sa décision qu'il faut impérativement que le peuple palestinien puisse avoir accès à une aide humanitaire qui n'est permise évidemment que par cette agence des Nations Unies. Alors, en ce moment plane une rumeur, je ne sais pas, dont certains parlent, qui dit que peut-être une trêve pourrait arriver avec un échange des otages, des prisonniers palestiniens et qui pourrait arriver à la fin des bombardements sur Gaza. J'espère de toutes mes forces, de quelque endroit que ça vienne, que cette solution puisse enfin arriver pour que les bombes de Netanyahou cessent de hanter les nuits palestiniennes et qu'enfin on ouvre la solution politique, celle qui est sur les accords notamment internationaux, des résolutions de l'ONU, celle de la solution à 2 États. Et nous avons demandé maintes fois à la France de faire ce que 139 pays ont d'ores et déjà fait dans le monde, de dire dès immédiatement, s'ils veulent envoyer un signal pour la paix, ils doivent reconnaître l'État de Palestine. Nous n'aurons pas à rougir de nos positions devant l'histoire, parce que grâce aux positions que nous avons prises à tout moment, la voix de la France, indépendante au service de la paix, a existé et cette voix a été entendue dans le monde entier. Alors, je voudrais vous dire 3 choses pour conclure. La première, c'est la responsabilité immense que nous avons, évidemment vis-à-vis de celles et ceux dans le pays qui souffrent et qui n'espèrent qu'une chose, c'est qu'enfin l'alternative arrive au pouvoir, mais aussi pour les peuples du monde qui nous regardent et qui espèrent que depuis la France, la brèche va pouvoir s'ouvrir pour qu'à partir de là, ils aient des points d'appui dans les luttes, là aussi pour la vie digne, pour des vraies politiques écologiques et pour des politiques démocratiques à la hauteur du moment, qu'ils puissent là aussi avoir des points d'appui sur ce que nous faisons. Rappelez-vous toujours que nous avons la force nécessaire pour faire advenir cet autre monde. Rappelez-vous qu'il n'aura manqué que 420 000 petites voix à Jean-Luc Mélenchon et à notre programme L'Avenir en commun pour arriver au second tour des élections présidentielles, ce qui aurait changé l'histoire de notre pays. De même, rappelez-vous toujours que la NUPES était la première force et a gagné le premier tour des élections législatives.
Il n'y a aucune fatalité dans ce que nous vivons. Nous pouvons à tout moment faire autrement, d'autant que nos idées sont majoritaires, pour augmenter les salaires et les minima sociaux, pour regagner la retraite à 60 ans pour toutes et tous, pour gagner une 6e semaine de congés payés, pour instaurer le 100% remboursement de la sécurité sociale, pour investir massivement dans les services publics, ou encore pour convoquer une constituante pour que le peuple, enfin, puisse reprendre en main son destin. Et cette semaine, comme un encouragement, je voudrais vous parler de 2 victoires importantes que nous fêtons. La première a été gagnée à l'Assemblée nationale. Elle n'est pas tout à fait gagnée, nous avons encore un peu de chemin à faire, mais c'est celle d'inscrire le droit à l'avortement, c'est-à-dire le droit pour toutes les femmes de pouvoir choisir si elles veulent continuer ou non une grossesse, de l'inscrire dans la Constitution. Ce qui fera de la France le premier pays au monde à inscrire cette liberté fondamentale, celle à tout moment de disposer de son corps, dans la norme suprême. De même, dimanche, nous allons fêter quelque chose de très important. Dimanche, c'est le 230e, pas 31e, ça sera l'année prochaine, 230e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, de la première abolition de l'esclavage qui était le 4 février 1794. Elle nous rappelle d'abord à quel point l'esclavage et l'exploitation de l'homme par l'homme dans son expression la plus atroce. Elle nous rappelle aussi que l'opulence des riches se construit dans le sang et des larmes de ceux qu'ils oppriment, quelles que soient les périodes. C'est surtout une victoire de l'humanité sur la servitude. Contre l'esclavage, nous continuons d'être ce mouvement pour la dignité des êtres humains, l'égalité des êtres humains entre eux et la défense infaillible des droits humains fondamentaux. Alors, je veux vous redire à quel point l'esclavage n'a pas été aboli en étant donné comme ça ou offert à celles et ceux qui se battaient pour son abolition. L'esclavage a été aboli par une lutte, d'abord des esclaves eux-mêmes qui ont réussi à s'en libérer. Et je veux vous rappeler ça parce que, à l'époque, ceux qui étaient contre l'abolition de l'esclavage disaient « Mais si on libère les esclaves, combien va coûter le sucre ? Ça va coûter extrêmement cher. » Je vous le dis parce que c'est la même réponse de tout temps, quel que soit le sujet. Mais combien ça va coûter, ce que vous proposez? Si on fait la 6e semaine de congé payé, si on fait la retraite à 60 ans, si on fait je ne sais quoi, eh bien, à chaque fois qu'ils nous expliquent que c'est impossible, nous l'avons fait. Et nous réussirons à changer l'avenir de ce pays, parce que l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Et il y a une chose que jamais les puissants n'arriveront à nous enlever. C'est la joie d'être ensemble, c'est la joie de nos luttes, c'est la joie du monde que nous avons à inventer. Alors je voudrais terminer par les mots d'un poète que j'aime beaucoup en ce moment, qui s'appelle Abdelatif Labi, qui est un poète marocain exilé en France et qui nous parle de la joie. Il dit « Petite vague de joie pure, sois la bienvenue au milieu de l'océan des peines. Grâce à toi, je sais qu'il n'est pas vain d'espérer une trêve dans le cycle de l'horreur, que dans le cahier de l'amour, il me reste des pages blanches, qu'un ami perdu de vue me fera le plus inattendu des signes, qu'une autre vie, à la flamme brève mais inouïe, m'attend encore dans cette vie. Petite vague de joie pure, puisses-tu éclairer d'un sourire le visage esquissé de chaque destinataire de ces lignes. Nous gagnerons, les amis, force à vous!